Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 5, les 5 pépins d'orange. Quand je jette un coup d'œil sur les notes et les résumés qui ont trait aux enquêtes menées par Sherlock Holmes entre les années 82 et 90, j'en retrouve tellement dont les caractéristiques sont à la fois étranges et intéressantes qu'il n'est pas facile de savoir lesquelles choisir et lesquelles omettre. Quelques-unes pourtant ont déjà bénéficié d'une certaine publicité grâce aux journaux et d'autres n'ont pas fourni à mon ami l'occasion de déployer ces dons exceptionnels qu'il possédait à un si haut degré et que les présents écrits visent à mettre en lumière. Quelques-unes aussi ont mis en défaut l'habileté de son analyse et seraient, en tant que récit, des exposés sans conclusion. D'autres, enfin, n'ayant été élucidées qu'en partie, leur explication se trouve établie par conjecture et hypothèse, plutôt qu'au moyen de cette preuve logique absolue à quoi Holmes attachait tant de prix. Parmi ces dernières, il en est une pourtant qui fut si remarquable en ses détails, si étonnante en ses résultats, que je cède à la tentation de la relater, bien que certaines des énigmes qu'elle pose n'aient jamais été résolues, et selon toute probabilité, ne le seront jamais entièrement. L'année 87 nous a procuré une longue série d'enquêtes d'intérêt variable dont je conserve les résumés. Dans la nomenclature de cette année-là, je trouve une relation de l'entreprise de la Chambre Paradol, un exposé concernant la Société des mendiants amateurs, un cercle dont les locaux somptueux se trouvaient dans le sous-sol voûté d'un grand magasin d'ameublement, des précisions sur la perte de la barque anglaise Sophie Anderson, sur les singulières aventures de Grace Petersons aux îles du Fa et enfin sur l'affaire des poisons de Camberwell. Au cours de cette enquête, Sherlock Holmes, on ne l'a pas oublié, parvint, en remontant la montre du défunt, à prouver qu'elle avait été remontée 2 heures auparavant et que, par conséquent, la victime s'était couchée à un moment quelconque de ces 2 heures-là, déduction qui fut de la plus grande importance dans la solution de l'affaire. Il se peut qu'un jour je retrace toutes ces enquêtes, mais aucune ne présente des traits aussi singuliers que l'étrange suite d'incidents que j'ai l'intention de narrer. C'était dans les derniers jours de septembre, et les vents d'équinoxe avaient commencé de souffler avec une rare violence. Toute la journée, la bourrasque avait sifflé et la pluie avait battu les vitres, de telle sorte que, même en plein cœur de cette immense Londres, œuvre des hommes, nous étions temporairement contraints de détourner nos esprits de la routine de la vie, pour les hausser jusqu'à admettre l'existence de ces grandes forces élémentaires qui, telles des fauves indomptés dans une cage, rugissent contre l'humanité à travers les barreaux de sa civilisation. À mesure que la soirée s'avançait, la tempête se déchaînait de plus en plus. Le vent pleurait en sanglotant dans la cheminée comme un enfant. Sherlock Holmes, pas très en train, était assis d'un côté de l'âtre, à feuilleter son répertoire criminel, tandis que de l'autre côté, j'étais plongé dans un des beaux récits maritimes de Clark Russell, de telle sorte que les hurlements de la tempête au dehors semblaient faire corps avec mon texte, et que la pluie cinglante paraissait se prolonger et se fondre dans le glapissement des vagues de la mer. Ma femme était en visite chez sa tante et pour quelques jours, j'étais revenu habiter à Baker Street. « Eh mais, dis-je en regardant mon compagnon, il n'y a pas de doute, c'est la sonnette. Qui donc pourrait venir ce soir? Un de vos amis peut-être ?»« En dehors de vous, je n'en ai point, répondit-il. Je n'encourage pas les visiteurs. »« Un client alors ?»« Si c'est un client, l'affaire est sérieuse. Sans cela, on ne sortirait pas par un tel temps et à une telle heure. Mais c'est vraisemblablement une des commères de notre logeuse, j'imagine. » Sherlock Holmes se trompait cependant, car nous entendîmes des pas dans le corridor et on frappa à notre porte. Sherlock étendit son long bras pour détourner de lui-même le faisceau lumineux de la lampe et le diriger sur la chaise libre où le nouveau venu s'assirait. « Entrez, dit-il. » L'homme qui entra était jeune, 22 ans peut-être. Très soigné et mis avec élégance, ses manières dénotaient une certaine recherche et une certaine délicatesse. Tout comme le parapluie ruisselant qu'il tenait à la main, son imperméable luisant disait le temps abominable par lequel il était venu. Dans la lumière éblouissante de la lampe, il regardait anxieusement autour de lui, et je pus voir que son visage était pâle et ses yeux lourds, comme ceux d'un homme qu'étreint une immense anxiété. « Je vous dois des excuses, dit-il tout en levant son lorgnon d'or vers ses yeux. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai bien peur d'avoir apporté dans cette pièce confortable quelques traces de la tempête et de la pluie. »« Donnez-moi votre manteau et votre parapluie, dit Holmes. Ils seront fort bien là sur le crochet et vous les retrouverez secs tout à l'heure. Vous venez du sud-ouest de Londres, à ce que je vois. »« Oui, de Horsham. »« Ce mélange d'argile et de chaux que j'aperçois sur le bout de vos chaussures est tout à fait caractéristique. Je suis venu chercher un conseil. »« C'est chose facile à obtenir. »
Et de l'aide. Ce n'est pas toujours aussi facile. J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes. J'en ai entendu parler par le commandant Prendergast que vous avez sauvé dans le scandale du Tankerville Club. Ah, c'est vrai, on l'avait à tort accusé de tricher aux cartes. Il dit que vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème. C'est trop dire. Que vous n'êtes jamais battu. J'ai été battu 4 fois, 3 fois par des hommes et 1 fois par une femme. Mais qu'est-ce que cela comparé au nombre de vos succès? C'est vrai que d'une façon générale, j'ai réussi. Vous pouvez donc réussir pour moi. Je vous en prie, approchez votre chaise du feu et veuillez me donner quelques détails au sujet de votre affaire. Ce n'est pas une affaire ordinaire. Aucune de celles qu'on m'emmène ne l'est. Je suis la suprême cour d'appel. Et pourtant, je me demande, monsieur, si dans votre carrière, vous avez jamais eu l'occasion d'entendre le récit d'une suite d'événements aussi mystérieux et inexplicables que ceux qui se sont produits dans ma famille. Vous me passionnez, dit Holmes. Je vous en prie. Donnez-moi depuis le début les faits essentiels, et pour les détails, je pourrai ensuite vous questionner sur les points qui me sembleront les plus importants. Le jeune homme approcha sa chaise du feu, et allongea vers la flamme ses semelles détrempées. « Je m'appelle, dit-il, John Openshaw, mais ma personne n'a, si tant est que j'y comprenne quoi que ce soit, rien à voir avec cette terrible affaire. Il s'agit d'une chose héréditaire. Aussi, afin de vous donner une idée des faits, faut-il que je remonte tout au début. Il faut que vous sachiez que mon grand-père avait 2 fils, mon oncle Elias et mon père Joseph. Mon père avait à Coventry une petite usine qu'il agrandit à l'époque de l'invention de la bicyclette. Il détenait le brevet du pneu increvable Openshaw et son affaire prospéra si bien qu'il put la vendre et se retirer avec une belle aisance. Mon oncle Elias émigra en Amérique dans sa jeunesse et devint planteur en Floride où, à ce qu'on apprit, il avait très bien réussi. Au moment de la guerre de sécession, il combattit dans l'armée de Jackson, puis plus tard sous les ordres de Hood et conquit ses galons de colonel. Quand Lu eut déposé les armes, mon oncle retourna à sa plantation où il resta 3 ou 4 ans encore. Vers 1869 ou 1870, il revint en Europe et prit un petit domaine dans le Sussex, près de Horsham. Il avait fait fortune aux États-Unis, mais il quitta ce pays en raison de son aversion pour les nègres et par dégoût de la politique républicaine qui leur accordait la liberté. C'était un homme singulier et farouche qui s'emportait facilement. Quand il était en colère, il avait l'injure facile et devenait grossier. Avec cela, il aimait la solitude. Pendant toutes les années qu'il a vécu à Horsham, je ne crois pas qu'il ait jamais mis le pied en ville. Il avait un jardin, 2 ou 3 champs autour de sa maison, et c'est là qu'il prenait de l'exercice. Très souvent pourtant, et pendant des semaines de suite, il ne sortait pas de sa chambre. Il buvait pas mal d'eau-de-vie, il fumait énormément et n'ayant pas besoin d'amis et pas même de son frère, il ne voulait voir personne. Il faisait une exception pour moi. En fait, il me prit en affection, car lorsqu'il me vit pour la première fois, j'étais un gamin d'une 12aine d'années. Cela devait se passer en 1878, alors qu'il était en Angleterre depuis 8 ou 9 ans. Il demanda à mon père de me laisser venir habiter chez lui, et à sa manière, il fut très bon avec moi. Quand il n'avait pas bu, il aimait jouer avec moi au tric-trac et aux dames, et il me confiait le soin de le représenter auprès des domestiques et des commerçants, de telle sorte qu'aux environs de ma 16e année, j'étais tout à fait le maître de la maison. J'avais toutes les clés et je pouvais aller où je voulais et faire ce qu'il me plaisait, à condition de ne pas le déranger dans sa retraite. Il y avait pourtant une singulière exception qui portait sur une seule chambre, une chambre de débarras en haut, dans les mansardes, qu'il gardait constamment fermée à clé, où il ne tolérait pas qu'on entrât, ni moi, ni personne. Curieux, comme tout enfant, j'ai un jour regardé par le trou de la serrure, mais je n'ai rien pu voir d'autre que le ramassis de vieilles malles et de ballots qu'on peut s'attendre à trouver dans une pièce de ce genre. Un matin, au petit déjeuner, c'était en mars 1883, une lettre affranchie d'un timbre étranger se trouva devant l'assiette du colonel. Avec lui, ce n'était pas chose courante que de recevoir des lettres, car il payait comptant toutes ses factures et n'avait aucun ami. « Des Indes » dit-il en la prenant. « Le cachet de Pondichéry ? Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Il l'ouvrit aussitôt, et il en tomba 5 petits pépins d'orange desséchés qui sonnèrent sur son assiette. J'allais en rire, mais le rire se figea sur mes lèvres en voyant son visage. Sa lèvre pendait, ses yeux s'exorbitaient, sa peau avait la pâleur du mastic, et il regardait fixement l'enveloppe qu'il tenait toujours dans sa main tremblante. « Ca !» s'écria-t-il. Puis « Seigneur, mes péchés sont retombés sur moi !»« Qu'est-ce donc, mon oncle ?» m'écriai-je. « La mort, dit-il. » Et en se levant de table, il se retira dans sa chambre. Je restai seul, tout frémissant d'horreur.
Je ramassai l'enveloppe et je vis, griffonnée à l'encre rouge sur le dedans du rabat, juste au-dessus de la gomme, la lettre K 3 fois répétée. À part les 5 pépins desséchés, il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Quel motif pouvait avoir la terreur qui s'était emparée de mon oncle? Je quittai la table et en montant l'escalier, je le rencontrai qui redescendait. Il tenait d'une main une vieille clé rouillée qui devait être celle de la mansarde, et de l'autre une petite boîte en cuivre qui ressemblait à un petit coffret en argent. « Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je les tiendrai bien encore en échec, » dit-il avec un juron. « Dis à Marie qu'aujourd'hui, je veux du feu dans ma chambre, et envoie chercher Fordham, le notaire de Horsham. » Je fis ce qu'il me commandait, et quand le notaire fut arrivé, on me fit dire de monter dans la chambre de mon oncle. Un feu ardent brûlait, et la grille était pleine d'une masse de cendres noires et duveteuses, comme si l'on avait brûlé du papier. La boîte en cuivre était à côté, ouverte et vide. En y jetant un coup d'œil, j'eus un haut-le-corps, car j'aperçus, inscrit en caractères d'imprimerie sur le couvercle, le triple K que j'avais vu le matin sur l'enveloppe. « Je veux, John, dit mon oncle, que tu sois témoin de mon testament. Je laisse ma propriété avec tous ses avantages et ses désavantages à mon frère, ton père, après qui, sans doute, elle te reviendra. Si tu peux en jouir en paix, tant mieux. Si tu trouves que c'est impossible, suis mon conseil, mon garçon, et abandonne-la à ton plus terrible ennemi. Je suis désolé de te léguer ainsi une arme à 2 tranchants, mais je ne saurais dire quelle tournure les choses vont prendre. Aie la bonté de signer ce papier-là à l'endroit où M. Fordham te l'indique. » Je signai le papier comme on m'y invitait, et le notaire l'emporta. Ce singulier incident fit sur moi, comme vous pouvez l'imaginer, l'impression la plus profonde, et j'y songeais longuement. Je le tournais et retournais dans mon esprit, sans pouvoir rien y comprendre. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du vague sentiment de terreur qu'il me laissait. Mais l'impression devenait moins vive à mesure que les semaines passaient et que rien ne venait troubler le train-train ordinaire de notre existence. Toutefois, mon oncle changeait à vue d'œil. Il buvait plus que jamais, et il était encore moins enclin à voir qui que ce fût. Il passait la plus grande partie de son temps dans sa chambre, la porte fermée à clé de l'intérieur, mais parfois il en sortait, et en proie à une sorte de furieuse ivresse, il s'élançait hors de la maison, et courant par tout le jardin, un revolver à la main, criait que nul ne lui faisait peur et que personne, homme ou diable, ne le tiendrait enfermé comme un mouton dans un parc. Quand pourtant ses accès étaient passés, il rentrait avec fracas et fermait la porte à clé, la barricadait derrière lui en homme qui n'ose regarder en face la terreur qui bouleverse le tréfonds de son âme. Dans ces moments-là, j'ai vu son visage, même par temps froid, luisant et moite comme s'il sortait d'une cuvette d'eau chaude. Eh bien, pour en arriver à la fin, monsieur Holmes, et pour ne pas abuser de votre patience, une nuit arriva où il fit une de ses folles sorties et n'en revint point. Nous l'avons trouvé, quand nous nous sommes mis à sa recherche, tombé, la face en avant, dans une petite mare couverte d'écume verte qui se trouvait au bout du jardin. Il n'y avait aucune trace de violence, et l'eau n'avait que 2 pieds de profondeur, de sorte que le jury, tenant compte de son excentricité bien connue, rendit un verdict de suicide. Mais moi qui savais comment il se cabrait à la pensée même de la mort, j'ai eu beaucoup de mal à me persuader qu'il s'était dérangé pour aller au-devant d'elle. L'affaire passa toutefois, et mon père entra en possession du domaine et de quelques 14 000 livres qui se trouvaient en banque au compte de mon oncle. « Un instant, intervint Holmes. Votre récit est, je le vois déjà, l'un des plus intéressants que j'ai jamais écouté. Donnez-moi la date à laquelle votre oncle a reçu la lettre et celle de son suicide supposé. » La lettre est arrivée le 10 mars 1883. Sa mort survint 7 semaines plus tard, dans la nuit du 2 mai. Merci, je vous en prie, continuez. Quand mon père prit la propriété de Horsham, il fit à ma demande un examen minutieux de la mansarde qui avait toujours été fermée à clé. Nous y avons trouvé la boîte en cuivre, bien que son contenu eût été détruit. À l'intérieur du couvercle se trouvait une étiquette en papier qui portait les 3 initiales répétées K, 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 et au-dessous, lettres, mémorandum, reçu et un registre. Ces mots, nous le supposions, indiquaient la nature des papiers que le colonel Openshaw avait détruits. Quant au reste, il n'y avait rien de bien important dans la pièce, sauf, éparpillés çà et là, de nombreux journaux et des carnets qui se rapportaient à la vie de mon oncle en Amérique. Quelques-uns dataient de la guerre de sécession et montraient qu'il avait bien fait son devoir et s'était acquis la renommée d'un brave soldat. D'autres dataient de la refonte des États du Sud et concernaient pour la plupart la politique, car il avait évidemment pris nettement position contre les politiciens d'antichambre que l'on avait envoyés du Nord.
Ce fut donc au commencement de 1884 que mon père vint demeurer à Horsham et tout alla aussi bien que possible jusqu'à janvier 1885. 4 jours après le Nouvel An, comme nous étions à table pour le petit déjeuner, j'entendis mon père pousser un vif cri de surprise. Il était là, avec dans une main une enveloppe qu'il venait d'ouvrir, et dans la paume ouverte de l'autre, 5 pépins d'orange desséchés. Il s'était toujours moqué de ce qu'il appelait mon histoire sans queue ni tête à propos du colonel, mais il paraissait très perplexe et très effrayé maintenant que la même chose lui arrivait. « Et quoi, diable, qu'est-ce que cela veut dire, John ?» balbutia-t-il. Mon cœur soudain devint lourd comme du plomb. « C'est cacaca, dis-je. » Il regarda l'intérieur de l'enveloppe. « C'est bien cela !» s'écria-t-il. « Voilà les lettres. Mais qu'y a-t-il d'écrit au-dessus » Je lus en regardant par-dessus son épaule. Il y avait « Mettez les papiers sur le cadran solaire. »« Quel papier ? Quel cadran solaire ?» demanda-t-il. « Le cadran solaire du jardin. Il n'y en a pas d'autre, dis-je. Mais les papiers doivent être ceux qui ont été détruits. »« Bah, dit-il en faisant un effort pour retrouver du courage. Nous sommes dans un pays civilisé ici, et des niaiseries de ce genre ne sont pas de mise. D'où cela vient-il ? » De Dundee, répondis-je en regardant le cachet de la poste. C'est une farce absurde, dit-il. En quoi les cadrans solaires et les papiers me concernent-ils ? Je ne veux tenir aucun compte de pareilles sottises. J'en parlerai à la police à ta place, dis-je. Il se moqua de moi pour ma peine. Pas de ça. Alors, permets-moi de le faire. Non, je te le défends. Je ne veux pas qu'on fasse des histoires pour une pareille baliverne. Il était inutile de discuter, car il était très entêté. Je m'en allais, le cœur lourd de pressentiments. Le 3e jour après l'arrivée de cette lettre, mon père quitta la maison pour aller rendre visite à un de ses vieux amis, le commandant Forrybody, qui commandait un des forts de Portsdown Hill. J'étais content de le voir s'en aller, car il me semblait qu'il s'écartait du danger en s'éloignant de notre maison. Je me trompais. Le second jour de son absence, je reçus un télégramme du commandant qui me suppliait de venir sur le champ. Mon père était tombé dans une des profondes carrières de craie qui sont si nombreuses dans le voisinage, et il gisait sans connaissance, le crâne fracassé. Je me hâtais de courir à son chevet, mais il mourut sans avoir repris connaissance. Il revenait, paraît-il, de Farnham au crépuscule, et comme le pays lui était inconnu et que la carrière n'était pas clôturée, le jury n'hésita pas à rapporter un verdict de mort accidentelle. Bien que j'aie soigneusement examiné les circonstances dans lesquelles il mourut, je n'ai rien pu trouver qui suggérât l'idée d'un assassinat. Il n'y avait aucune trace de violence, aucune trace de pas, rien n'avait été volé, et on n'avait signalé la présence d'aucun inconnu sur les routes. Et pourtant, je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais loin d'avoir l'esprit tranquille, et que j'étais à peu près certain qu'il avait été victime d'une infâme machination. Ce fut en janvier 1885 que mon pauvre père mourut. 2 ans et 8 mois se sont écoulés depuis. Pendant tout ce temps, j'ai coulé à Horsham des jours heureux, et j'avais commencé à espérer que cette malédiction s'était éloignée de la famille et qu'elle avait pris fin avec la précédente génération. Je m'étais trop pressé, toutefois, à éprouver ce soulagement. Hier matin, le coup s'est abattu sur moi, sous la même forme qu'il s'est abattu sur mon père.